Parce que ce que nous avons, ce qui a été une grande souffrance pour nous les Tutsis rwandais, c'est que tout le monde nous a abandonnés à notre triste sort. Mais là, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Dire les causes du génocide, ça n'existait pas, ça ne devait pas exister, mais ça existait, hélas, comme d'autres génocides qui n'ont pas de cause. Le génocide n'a pas été créé de toute façon en 1994, ce n'est pas parce qu'on a abattu l'avion de Habyarimana que, comme les négationnistes ont imaginé que le peuple a perdu le contrôle de soi et qu'ils se sont mis à massacrer les autres. Le génocide a été préparé bien avant, je dirais même très loin, depuis 1931. Lorsque le dernier colonisateur invente la carte d'identité ethnique, donc la carte qui porte la mention Hutu, Tutsi et toi, alors qu'au Rwanda, il n'y avait pas à parler d'ethnie, parce qu'on ne peut pas parler d'ethnie dans un pays où tout le monde parle la même langue, où tout le monde vit ensemble, où tout le monde a la même culture. Et c'est d'ailleurs la particularité du génocide au Rwanda. Comme il n'y a pas de région Hutu ni de région Tutsi, pas de territoire Hutu ni de territoire Tutsi, c'est ce qu'on a appelé le génocide de voisinage. C'est-à-dire que le voisin va tuer son voisin. Et au lendemain du génocide, le bourreau et la victime vont continuer à vivre ensemble, face à face. Donc c'est l'origine du génocide, c'est cette création de carte d'identité ethnique. Pourquoi? Parce que le pardon, ça a une définition très importante. D'abord, on pardonne celui qui vous demande pardon. Jusqu'ici, on n'a pas entendu la demande de pardon. Oui, il y a quelques présidents, comme le président Clinton des États-Unis, qui est venu demander le premier pardon au nom du peuple américain. Mais je pense que ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que le pardon, vous dites vous-même que les blessures sont tellement profondes. Il faut, ce n'est pas parce que nous sommes 30 ans après, mais 30 ans après, après le génocide. Et beaucoup d'années, parce que moi j'écris sur la fabrication du génocide. Moi, j'écris plus précisément sur les années, quand éclate justement la chasse aux Tutsis en 1959. Donc, nous sommes dans combien d'années 60 ans, voire plus, 64 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra des générations. Il ne faut pas se précipiter pour dire pardon. Même jusqu'à aujourd'hui, je pense que si vous posez la question à ceux qui ont vécu la Shoah, je crois que le pardon, c'est une dimension qui demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. Pour l'instant, nous, les Rwandais, déjà, c'est un exploit. On a aussitôt, au lendemain du génocide, en juillet 1994, nous avons été très rapidement dans la construction de la réconciliation
Parce que pourquoi? Parce qu'il fallait revivre ensemble, comme je viens de le dire, et il fallait absolument pouvoir dénouer la parole, parce que les souffrances profondes pour les victimes, on perd la parole. Et donc la réconciliation, oui, et en avant. Et je pense que c'est quelque chose où on peut dire que nous avons réussi, et nous avons encore des chemins à faire, mais le pardon, ça sera des générations, d'autres générations, pas nous, pas moi. La chance m'a mis sur le chemin de la littérature. Et je vais commencer par, j'aime bien citer toujours Elie Wiesel, non, je les cite tous les deux, c'est Primo Levi, dans son livre Si c'est un homme, et il dit ceci, c'est simple, hein? Et il dit, comme il n'y a pas de bonheur parfait, il n'y a pas non plus de malheur absolu. C'est pour vous dire que dans ma dimension de douleur, surtout que je n'étais pas au Rwanda pendant le génocide. Si j'avais été au Rwanda, de toute façon, je ne pouvais pas échapper à la machette des génocidaires. J'étais de Nyamata. Nyamata, c'était le pays des Tutsis. Il y a des villages qui ont été entièrement exterminés, dont mon village de Gitagata. Donc j'étais depuis 1992, j'étais en France. Et bien avant, en 1973, puisque j'avais eu, encore dans le proverbe de Primo Levi, il n'y a pas de malheur absolu, j'avais fait partie, parce qu'au Rwanda, depuis 1960, on pratiquait le système de quotas dans les écoles et dans la fonction publique. Il n'y avait que 10% de Tutsis. Et j'ai fait partie de ces 10%. Seulement en 1973, on a dit, on arrête. Il n'y a plus de 10%. On les chasse, on les pourchasse, on les tue s'il le faut. Et c'est à partir de ce moment où les parents ont dit, toi, Mukasonga, tu as fait l'exception, tu as été à l'école, tu as appris le français, et tu as un passeport international, tu pars. Tu vas être notre mémoire quand viendra le jour de notre mort. Donc depuis 1973, j'étais survivante et j'avais le devoir d'être la mémoire de ma famille qui n'était plus. Et quel autre moyen j'avais pour être justement à la hauteur de cette mission de mémoire de la famille? Le Rwanda, ça est une tradition orale. Toute l'histoire, la culture, tout est oral, tout est sous forme de conte. Mais comment on peut compter le génocide? On ne raconte pas le génocide. Et le seul moyen, c'était l'écrit. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'écriture. Je ne savais pas que j'avais un talent d'écrivaine. Hein. Je n'avais pas d'autre choix, j'ai écrit. Ça m'a posé la question si un éditeur allait me publier. Et Gallimard a été le premier à dire, si vous êtes d'accord, on publie votre manuscrit. Et voilà comment je suis entrée en littérature, par devoir de mémoire. Et c'est le génocide de Tutsis au Rwanda qui a fait de moi une écrivaine. Donc jusqu'à aujourd'hui, on avance. Il suffit d'aller au Rwanda constater. Le pays est devenu presque un modèle de l'Afrique, du développement économique. Le pays est un modèle de l'écologie.
Moi, quand je vais au Rwanda, moi qui ai connu le Rwanda de la misère, c'est pas parce que je suis survivante, mais les yeux voient. J'ai une fierté de voir à combien ce pays il est passé dans ce qu'on... Il y a le mot très important qui est au Rwanda qu'on appelle agachiro, la dignité. Il a pu, avec son équipe, construire justement cette dignité. Et puis dans un pays où il y a, on parle de la parité, partout on veut la parité, c'est un but à atteindre. Et bien non, au Rwanda, ce but, il a été atteint. Ce n'est pas des paroles, ce sont des actes. Les femmes ont un statut reconnu au Rwanda. Elles sont présentes dans toutes les instances du Rwanda. Elles sont absolument, que ce soit les instances, les hautes instances ou les petites instances, les femmes sont présentes. Elles font partie de la constitution du Rwanda et de la constitution des Rwandais. Elles sont reconnues, elles ont une place. Elles sont des places, elles prennent les décisions les plus importantes aux côtés des hommes. Elles sont à l'université aux côtés des hommes. Donc, dans un pays où la place, où la femme a une place, est reconnue et respectée, je pense que celui qui est à la tête de ce pays, on ne peut pas, par rapport à son nom, on ne peut pas mettre à côté mal. Ce que je souhaite, je touche du bois chaque fois, pourvu que ça tienne, que nous puissions garder ce que nous avons pu construire jusqu'à aujourd'hui.